Bonjour, bonsoir. On va continuer notre cours de l'anatomie pathologique concernant la pathologie de l'estomac. Et aujourd'hui, nous allons voir les pathologies tumorales, la pathologie tumorale. Donc, un petit rappel, nous avions vu qu'au niveau de l'estomac, on peut avoir différents types de lésions anatomopathologiques, notamment la gastrite et les gastropathies. Les gastrites, nous avions vu principalement les gastrites chroniques, un type à l'Helicobacter pylori et l'auto-immune. Nous avions aussi vu les gastropathies qui sont eux aussi aiguës et chroniques, que ce soit chimique, que ce soit hypertension portale congestive, que ce soit les formes rares, hypertrophiques, notamment dans le cadre de Zollinger-Ellison ou bien la maladie de Ménétrier. Et comme on a vu, toutes ces pathologies, elles peuvent induire aussi des pertes de substances dues à l'agression de la muqueuse, les différents types. Mais la chose qu'on craint le plus, c'est la dégénérescence en pathologie maligne. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les tumeurs de l'estomac. Donc une petite introduction. Donc c'est un groupe hétérogène de tumeurs, parce que bien sûr, la muqueuse gastrique est constituée de différents constituants, différentes euh, couches. Et au niveau de chaque couche, on peut avoir la naissance d'une lésion néoplasique, que ce soit la muqueuse, qui va nous donner l'adénocarcinome, ou bien le tissu stromal, le fibrome, que ce soit la musculeuse, qui peut nous donner un léomiome, mais c'est rare, et une tumeur aux dépens des structures endocrines, notamment le neuroendocrine, etc. Voilà. Et donc, on note aussi que l'Helicobacter pylori, elle joue un rôle important, parce que comme on a vu au niveau du dernier cours, elle est responsable d'une gastrite chronique atrophique et qui va induire la métaplasie intestinale, et qui peut être considérée comme une lésion précancéreuse. Et donc, comme petit rappel, l'anatomie pathologiste, il a un rôle très important, que ce soit pour le diagnostic positif, parce que la confirmation, elle reste histologique, et évaluer le pronostic par les différents scores et stadifications, et de guider le traitement. Par exemple, dans le cas de facteurs thérapeutiques, ou bien le facteur théranostique. Par exemple, comme petit rappel, le cancer du sein, l'expression du HER, ou bien l'hormonosensibilité, etc. Le Ki 67. Voilà. Et donc voilà, bien sûr, le matériel, soit des biopsies, soit des pièces opératoires, etc. Examen extemporané. Donc c'est le matériel d'étude de la tumeur. Et donc biopsie, on fait ensuite une étude morphologique, plus ou moins histochimie, à la recherche de certains marqueurs. La pièce opératoire afin de l'étudier, l'aspect macroscopique, les limites d'exérèse, les dimensions de la tumeur, son extension sur les différents plans, en profondeur, etc. Voilà. Et donc, pour résumer un peu, la tumeur elle peut prendre naissance de n'importe quelle structure au niveau du tissu gastrique, que ce soit des tumeurs épithéliales, ça veut dire de l'épithélium, soit l'adénocarcinome, c'est le, le plus fréquent, ou bien les autres structures, donc tumeurs neuroendocrines, tumeurs du stroma, etc. Ensuite, on distingue les tumeurs non épithéliales des autres structures, soit les plaques lymphoïdes, soit le tissu, le muscle lisse, les GIST, etc. Donc, premièrement, nous allons voir les adénocarcinomes. Bien sûr, l'estomac est plein de tissu glandulaire, et donc l'adénocarcinome, c'est le premier cancer à ce niveau-là. Donc, les plus fréquents, ils touchent surtout l'homme, c'est une pathologie du sujet âgé, et il faut noter qu'il y a une répartition géographique, surtout au niveau de l'Asie, où ils consomment les produits séchés, et on peut incriminer les nitrites, les nitrosamines. Et donc les circonstances de découverte sont variables, soit une dyspepsie, anorexie, amaigrissement, ou bien dans les pires des cas une hématémèse. Et donc facteurs de risque, les nitrites, les nitrates, le sel, l'intoxication alcoolotabagique, mais aussi l'infection à l'Helicobacter pylori. Parce qu'on a mis en évidence que l'Helicobacter pylori elle a un lien direct dans l'apparition du cancer gastrique, dû à la gastrite chronique atrophique et qui va évoluer. On note aussi des facteurs génétiques, par exemple le syndrome de Lynch, ou bien les pathologies héréditaires, etc. GAPS, cancer gastrique diffus héréditaire, etc. Et donc avant d'avoir une lésion néoplasique qui est invasive,
on distingue des conditions précancéreuses. Premièrement, on a déjà parlé de la gastrite chronique atrophique, mais il y a aussi d'autres pathologies. L'ulcère gastrique chronique, la gastrectomie partielle, la dysplasie, la maladie de Ménétrier, etc. La dysplasie comme par exemple le polype, un polype, ou bien l'hyperplasie secondaire à la maladie de Birmer, etc. Donc nous avions tout mentionné au niveau du cours précédent. Voilà la dysplasie. Donc un changement de l'aspect de l'épithélium qui ne devient plus le même qu'auparavant. Les glandes sous-muqueuses, la muqueuse qui devient déformée, et regardez ces vacuoles qui ne sont pas normales. Voilà. À l'aspect endoscopique, donc la maladie de Ménétrier, cérébriforme, donc ou bien l'hypertrophie. Voilà. Ensuite, on note la notion du cancer superficiel lorsqu'il est limité à la sous-muqueuse ou bien muqueuse, avec ou sans métastase ganglionnaire. Donc c'est une forme assez particulière qui est surtout trouvée de manière très répandue au Japon parce qu'ils ont des campagnes de dépistage. Et c'est une forme qui a un très bon pronostic, 95 à 100% de survie à 5 ans. Donc c'est comme un cancer localisé, un carcinome in situ. Et si on est capable de le traiter, bien sûr, c'est pas un carcinome in situ proprement dit parce que ça dépasse la lame basale, mais c'est quand même un cancer superficiel. Et donc il y a un très bon pronostic et qui a des aspects différents. Donc à la macroscopie, on peut avoir, il est légèrement surélevé, il peut être déprimé, il peut être exophytique, ça dépend. Les formes sont variables. À l'histologie, on peut trouver tous les types histologiques que nous allons étudier par la suite. Ils peuvent être retrouvés au niveau de l'étude microscopique. Donc, voici quelques exemples. Donc papillaire, tubulaire, mucineux, etc. Et l'évolution pronostic et traitement, donc comme on a dit, il faut faire très attention. Même si, comme on a dit, c'est une tumeur de très bon pronostic, il est souvent associé à des formes multiples. Ça veut dire qu'on peut voir deux localisations différentes de tumeurs qu'il faut chercher. Et bien sûr, c'est pour cela il faut le suivi. Il faut surveiller le patient. Et donc faire des biopsies multiples pour chercher une deuxième tumeur avant de faire une gastrectomie partielle. Et donc, même une deuxième tumeur primitive superficielle peut survenir après la gastrectomie. Donc, on a besoin d'une surveillance. Donc, il faut chercher les autres localisations, mais aussi, il faut avoir une surveillance à long terme, après traitement, pour éviter une récidive. Voilà. En général, s'il est inférieur à 3%, 3 cm, il y a 4% de chances d'avoir une métastase ganglionnaire. Et donc, résection endoscopique muqueuse. Par contre, si on trouve des ulcérations ou emboles lymphatiques, là, ça veut dire que le risque il est majoré de métastase ganglionnaire et viscérale. Et donc, on a besoin d'un complément chirurgical ou bien carrément la RCP pour aboutir à un traitement systémique. Et donc, pourquoi cette forme est très intéressante? Parce que, comme on a dit, c'est un cancer de très bon pronostic, d'excellent pronostic. Parce que, bien sûr, si on traite de manière précoce, on va éviter les formes qui sont très difficiles à traiter. Et donc, pronostic des cancers gastriques superficiels traités chirurgicalement est meilleur que celui des formes avancées. Je pense que c'est très simple, c'est très direct comme notion. Donc, si le cancer il n'a pas encore métastasé, il n'a pas, etc. Donc, une résection locale est suffisante pour contrôler cette lésion néoplasique. Voilà. Et donc, la macroscopie, c'est surtout au niveau de l'antre, parce que c'est au niveau de l'antre on trouve surtout, l'antre et le pylore, on trouve surtout l'infection à l'Helicobacter pylori, les ulcères, etc. Et donc, il y a une classification de Borman pour voir les différentes formes, polypoïde, ulcérée, ulcéro-bourgeonnante. Et faire attention, la forme la plus grave, c'est la linite gastrique. C'est la forme infiltrante diffuse, qui nous donne un aspect fibreux et qu'on peut décrire comme cartonné. Donc la forme ulcérée est plus fréquente au niveau de l'antre et la petite courbure, parce que bien sûr l'antre et la petite courbure, c'est proche du duodénum et donc leur couche elle devient plus mince. Alors qu'au niveau du corps et de la grande courbure, l'aspect est plutôt polypoïde ou bien ulcéro-bourgeonnant, parce que c'est une partie plus épaisse. Voilà. Type un polypoïde, ulcéro-bourgeonnant, ulcéré et infiltrant, surtout dans la linite gastrique qui est un cancer très invasif.
on va voir sa caractéristique histologique. Voici quelques images. Et donc à la microscopie, comme on a dit, le premier type, c'est l'adénocarcinome. Et l'adénocarcinome, il y a plusieurs sous-types. Et donc, classification. Donc, il y a le papillaire, le tubulaire, que nous allons voir petit à petit. Donc, le papillaire, il est de très mauvais pronostic. Pourquoi? Parce que ça donne comme des villosités. Et rappelez-vous, les villosités, c'est un axe vasculaire très riche. Et donc, il est de mauvais pronostic parce que ça augmente les chances d'avoir des métastases, des emboles vasculaires, et donc des métastases ganglionnaires et hépatiques. Voilà. Ensuite, nous avons la forme tubulaire qui donne un aspect tubulaire des glandes. Donc, structure tubulaire de diamètre variable, cuboïde, qui est de meilleur pronostic. Ensuite, nous avons la forme mucineuse qui est de meilleur pronostic. Parce que bien sûr, la mucine, ça sécrète le mucus et ça donne des cellules en aspect à bague à chaton. Et la mucine, pourquoi c'est une tumeur de bon pronostic? Parce que la mucine, comme si elle bloque la croissance de la néoplasie. Elle n'a pas assez d'espace pour croître. La mucine, elle la comprime. Voilà. Ensuite, nous avons l'adénome peu cohésif, ou bien l'adénome envahissant, et c'est lui qui correspond à la lignite gastrique. Ce sont des tumeurs, des cellules, qui sont capables de nager librement et d'envahir les structures avoisinantes, et qui peuvent contenir ou ne pas contenir de la mucine. Et donc voilà. Donc deux types, soit aspect à cellules en bague à chaton, ou non à cellules à bague à chaton. Et donc noyau refoulé, c'est comme ça. Et voilà. La lignite plastique ou bien la lignite gastrique, qui est un cancer très invasif. Et voilà. Ensuite, nous avons les formes mixtes, qui sont de très mauvais pronostics, parce que bien sûr, c'est l'association de deux formes, de deux sous-types de l'adénocarcinome. Et voilà. Donc c'était ça concernant le cancer, la néoplasie, l'adénocarcinome. Maintenant, nous allons voir les autres formes épithéliales. Donc le carcinome adénosquameux. C'est une forme mixte de l'adénocarcinome et le carcinome épidermoïde. Le carcinome épidermoïde, il faut se dire que au niveau de l'estomac, il n'y a pas de l'épithélium. Ça m'a mal pigué. Et donc, ça ne peut pas donner un carcinome épidermoïde. Et donc, on peut incriminer l'origine œsophagienne. L'origine œsophagienne peut être la cause pourquoi on a les formes mixtes. Et donc, pronostic plus défavorable parce qu'il y a une invasion plus profonde et présence d'emboles vasculaires. Ensuite, nous avons un cancer avec un stroma lymphoïde. Et rappelez-vous, en immunothérapie, la présence d'un stroma lymphoïde ou bien d'une réaction péricancéreuse est un signe de bon pronostic. Parce que ça signifie que le corps humain est capable de reconnaître le cancer. Et donc, il essaye d'agir contre ce dernier. Et c'est ça l'objectif de l'immunothérapie. Nous allons voir que la découverte récente, le PDL1 ou bien le PD1, donc c'était des récepteurs et des ligands qui se fixaient entre la cellule tumorale et le lymphocyte afin d'induire une tolérance. C'est pour cette raison que le corps humain tolère certains cancers. Il ne fait aucune réaction face à ces derniers. Et donc ce stroma lymphoïde, c'est un marqueur de bon pronostic parce que le corps humain est capable d'attaquer ce dernier. Donc cellules tumorales contiennent des séquences génétiques du virus EBV. Et donc si on faisait l'hybridation ou bien la PCR, elle serait positive. Et c'est une tumeur de bon pronostic. Ensuite, nous avons le carcinome épidermoïde qui est rare et le carcinome indifférencié. Absence de différenciation et qui peut exprimer la cytokératine parce que bien sûr, ça reste, ça reste un cancer épithélial. Un épithélium. Voilà. L'évolution. En général, l'évolution spontanée, elle est sombre. Donc si on laisse l'évoluer, elle s'étendre, ça va accroître et ça va envahir les organes de voisinage. L'extension locale, les organes de voisinage, c'est le pancréas, le côlon transverse et les ganglions. Sinon, ça peut donner des métastases à distance. Et des métastases à distance, notamment le foie, parce que bien sûr, le drainage veineux, le péritoine, ou bien les ovaires. Les ovaires, on va parler alors d'une tumeur de Krukenberg. Voilà. Voilà, donc c'est un aspect en cellules à bague à chaton, cellules qui produisent le mucus et qui peuvent envahir les ovaires. Et qui peut donner un aspect de polypose ovarienne. Voilà. Et bien sûr, toute cette classification elle nous permet de réunir en stratification TNM,
Donc T, c'est la taille, N, c'est les métastases ganglionnaires et M, c'est la métastase viscérale. Et donc T, moins de 2 cm, c'est de bons pronostics, mais plus la taille augmente, plus c'est de mauvais pronostics. Donc T1, comme on a dit, intramuqueux ou bien limité à la sous-muqueuse et muqueuse, c'est le localisé ou bien de précoce. Sinon, on aura le T2 s'il est étendu à la musculeuse, T4 s'il est étendu à euh, le T3, T1, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, adventice, et T3, donc séreuse, désolé, l'estomac il a une séreuse. Et T4, c'est l'extension aux organes avoisinants. Voilà. Sinon, N, c'est les métastases ganglionnaires. Donc il y a différents nombres. Donc voilà. Donc T1, chorion muqueux, sous-muqueux, musculeuse, sous-séreuse. Et franchissement de la séreuse et atteinte des organes de voisinage. N, les métastases ganglionnaires. N1, c'est entre 1 et 2. N2, c'est 3 et 6. N3, c'est plus de 7 ganglions. Et M, c'est les métastases viscérales. À distance. Et donc le pronostic, bien sûr, toute cette stratification TNM et le type histologique, etc., va nous permettre d'établir un pronostic, un score. Et donc en général, le score, il peut varier de 95%, comme on a dit, pour les adénocarcinomes superficiels, de 95 à 100%. Par contre, si il y a des métastases viscérales, là, la survie, elle devient très sombre, à moins de 5%. Donc c'est ça l'intérêt de faire le dépistage à des stades précoces. Donc si quelqu'un présente des épigastralgies, une endoscopie, biopsie, pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Voilà. Et bien sûr des biopsies multiples, parce qu'ils peuvent être associés à plusieurs localisations. Ensuite, on peut chercher aussi le marqueur HER. Normalement, le HER, c'était la présence du marqueur HER signifiait un mauvais pronostic, mais parce que le récepteur HER, c'était un récepteur qui induisait la multiplication, et donc s'il est présent, ça veut dire que la cellule tumorale, elle se multiplie plus que la normale, elle est elle se réplique beaucoup, mais grâce aux nouveaux médicaments, notamment le trastuzumab, qui est capable d'agir sur le récepteur HER, donc ils deviennent de bons pronostics. Donc c'est un facteur théranostique, parce qu'il nous a permis d'indiquer aussi une thérapie. C'est comme au niveau du cancer du sein. Nous avons aussi le PD-L1, comme on vient de mentionner. Le PD-L1 qui était une découverte qui a obtenu le prix Nobel récemment, et donc recherché par immunohistochimie, et qui montre que la tumeur est capable d'inhiber les lymphocytes. Et donc, si la cellule elle présente le PD-L1, ça veut dire qu'elle peut inactiver nos lymphocytes. Et le problème, c'est que, c'est pour le même raisonnement, la présence de ce récepteur initialement était une mauvaise chose, mais maintenant, grâce aux médicaments anticorps anti ces derniers, ça devient de bons pronostics. On est capable d'indiquer un nouveau traitement. Ensuite, nous allons dire un petit mot sur le statut MMR. Donc, le statut MMR, au niveau du corps humain, c'est le mismatch recognition. Il y a le corps humain est capable de réparer les lésions au niveau de l'ADN grâce à un système complexe. Et donc si ce dernier est altéré, ça peut induire l'apparition de nouvelles tumeurs, de nouvelles mutations. Il va comme s'il est toléré. Et donc le système MMR, donc ça induit des instabilités microsatellites et donc il y aura l'accumulation des mutations et c'est ce qui va donner la promotion des tumeurs et de ces pathologies. Et donc ça aussi, ça joue un rôle très important et c'est ce qu'on peut trouver au niveau du syndrome de Lynch, si je me rappelle bien. Le syndrome de Lynch, c'est un problème au niveau du statut MMR. Donc voilà, comme on a dit, qu'est-ce qui se passe? Le statut MMR, donc on peut soit le chercher par immunohistochimie. Donc immunohistochimie, on voit juste la protéine. Donc soit on dit il est déficient ou bien proficient s'il est normal. Ou bien on peut le chercher par la biologie moléculaire et on dit si elle a un profil stable ou bien instable. Voilà. Et le statut MMR est très important. Donc il est constitué par 4 protéines, MSH1 et 2 et 6 et le PMS2. Voilà. Ensuite, on peut aussi incriminer dans certaines tumeurs la présence de l'Epstein-Barr virus. L'Epstein-Barr virus qu'on pourrait aussi trouver au niveau des tumeurs du nasopharynx, rappelez-vous, les tumeurs du carrefour aérodigestif, ils sont EBV induits. Voilà. Et donc, si on fait l'hybridation in situ, le EBER, il sera positif.
Donc ça veut dire, et c'est surtout les formes qu'on trouve avec stroma lymphoïde, rappelez-vous, on l'a déjà vu, associant au sous-type, parce que l'ADN viral, il est reconnu par les lymphocytes, et donc il y a de l'infiltrat lymphocytaire. Voilà. Donc c'était tout concernant les tumeurs épithéliales, de l'adénocarcinome. Maintenant nous allons voir les tumeurs endocrines. Parce qu'au niveau de l'épithélium, rappelez-vous, au niveau des cryptes, il y avait aussi les cellules neuroendocrines, cellules G, cellules S, etc. Et donc les tumeurs endocrines de l'estomac sont en général de bons pronostics, parce qu'elles sont bien différenciées, et ils suivent la même séquence qu'on a reconnue, surtout l'hypergastrinémie, hyperplasie, dysplasie, néoplasie. Et donc architecture organoïde, lobulée ou bien travée, séparée par un stroma, et ils peuvent exprimer les marqueurs neuroendocrines qu'on peut chercher. Et donc ce sont les ECL, et les ECL, il y en a plusieurs types. Et donc ils sont chromagranine positifs. Chromagranine positif, voilà. Voici quelques images, chromagranine positif. Et donc les tumeurs de ECL, on distingue trois grands types. Le ECL1, c'est la gastrite auto-immune. La gastrite auto-immune, ça veut dire qu'il y a une hyperplasie sans augmentation de la synthèse d'acidité. Et donc métaplasie intestinale, etc. Mais vascularisée. Donc hyperplasie des cellules ECL, surtout au niveau du fundus. Sinon, la tumeur ECL de type 2, c'est l'hypergastrinémie, dans le cadre du syndrome de Zollinger-Ellison. Et là, on trouve une augmentation de l'acidité. Et dans le traitement, c'est la résection du gastrinome. Ensuite, nous avons les ECL de type 3 et les non-ECL. Ce sont tous les autres types qui sont variables. Et donc, tumeurs sporadiques, pas de location préférentielle, etc. Donc, voici un tableau résumé. Donc, type 1, c'est le plus fréquent. Hypergastrinémie, sang, etc. Alors que le type 2, c'est le Zollinger-Ellison. Et donc, sécrétion acide élevée, etc. Sinon, le type 3, donc le type 3, c'est les formes variables. Et en général, ça peut donner les métastases, c'est la forme de mauvais pronostic. Voilà. Sinon, on passe aux tumeurs non épithéliales, aux dépens des autres structures. Donc, n'importe quelle autre structure au niveau de l'estomac peut être siège de tumeur. Soit les fibroblastes nous donnaient un fibrome, soit les plaques lymphoïdes nous donnaient un lymphome, le tissu musculaire, un léomiome, etc. Et donc GGIST, donc tumeur stromale gastro-intestinale, donc soit aux dépens des cellules interstitiales de Caral, soit au début des fibroblastes, etc. Donc c'est du stroma, donc le tissu conjonctif. Donc bien sûr, c'est le même raisonnement, la taille tumorale, l'index mitotique, ça nous permet d'indiquer le degré d'envahissement et la malignité de cette néoplasie et indiquer les différents types de traitements. Donc voici quelques exemples. Et donc GST fuso-cellulaire, épithélioïde, kit, etc. Et donc classification de ça, l'index mitotique, taille tumorale, et donc ça nous permet d'indiquer le risque de récidive, s'il est bénin ou bien s'il est élevé. Et donc en fonction du résultat, ça nous permet d'orienter notre prise en charge. Et donc on comprend rapidement que l'anatomie pathologique, elle joue un rôle très important dans le diagnostic positif de ces lésions, ainsi que d'orienter notre prise en charge. Ensuite, nous avons les lymphomes. Et les lymphomes, ils sont variables, mais on va voir que la forme la plus fréquente, c'est le lymphome du Malte. Et donc le lymphome du Malte, rappelez-vous, les lymphomes, c'est un syndrome lymphoprolifératif d'origine périphérique. D'origine périphérique, soit les ganglions, ou bien le tissu lymphoïde en général. Et donc au niveau de l'estomac, bien sûr, on peut avoir les autres lymphomes, le lymphome hodgkinien, le lymphome non hodgkinien, ils peuvent envahir l'estomac. Mais on a aussi le lymphome du Malte. Le lymphome du Malte, qui on peut incriminer l'Helicobacter pylori dans ce dernier. Donc le lymphome B de bas grade, donc c'est un lymphome non hodgkinien, et qui est de très bon pronostic, il est indolent. Et dans le traitement, c'est l'éradication de l'Helicobacter pylori. Mais la chose qu'on craint si on ne le traite pas, c'est la transformation en lymphome agressif, B à grande cellule. Mais là, faire très attention, à l'endoscopie, le lymphome, il a un aspect très variable. Et donc c'est ça l'intérêt de l'anatomie pathologique qui va mettre le diagnostic positif. Voilà. Donc voici quelques exemples des lésions très polymorphes à l'endoscopie.
Et l'ANAPAT, elle nous permet de mettre en évidence donc les marqueurs CD20, qui sont des marqueurs des lymphocytes B et qui sont exprimés par ces cellules. Mais le problème, c'est que ça peut dégénérer. Et si ça dégénère, ça peut signifier que nous sommes en train de passer vers un lymphome agressif. Donc B diffus à grandes cellules. Donc pour résumer, l'estomac est un organe anatomique, la suite de l'œsophage, et qui contient plusieurs structures histologiques différentes. D'où la diversité des pathologies à ce niveau-là. Et donc, comme on vient de le voir, surtout sur ce cours au niveau des pathologies tumorales, les pathologies tumorales, il y en a plusieurs types, mais surtout épithéliales, aux dépens des tissus glandulaires. Et donc, les adénocarcinomes sont les formes les plus fréquentes. Mais il faut faire attention, ces formes ont un très mauvais pronostic si le diagnostic est fait tardivement. Et c'est ça l'intérêt des diagnostics précoces, afin d'essayer d'atteindre la lésion précancéreuse comme les Japonais, qui ont un pronostic de 95, une chance de survie avoisinant les 95%. Mais bien sûr, sans oublier qu'il y a les autres néoplasies qui peuvent survenir aux dépens des différentes structures, que ce soit les glandes endocrines, les cellules neuroendocrines, le tissu stromal, le muscle lisse, etc. Et donc voilà. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas de laisser un like et un joli commentaire, et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.